Bonjour, alors on va continuer l'électromagnétisme et dans cette leçon on va s'intéresser au magnétisme et plus exactement au champ magnétique en régime permanent statique. Alors pourquoi un titre aussi précis? C'est parce que le magnétisme c'est quelque chose de très compliqué et donc on va commencer dans ce chapitre un petit peu à faire connaissance avec le champ magnétique et à voir ses principales caractéristiques et notamment ses principales différences avec le champ électrique qu'on a déjà étudié. Alors quand on parle de magnétisme, eh bien, on peut déjà penser aux aimants qu'on a vus, que vous avez vus au lycée, mais même avant, au collège, à l'école primaire et même à l'école maternelle, puisque dès l'école maternelle, on apprend à manipuler les aimants, à voir qu'il y a un pôle sud, un pôle nord, ici matérialisé par la différence de couleur, et que le pôle sud est attiré par le pôle nord et vice-versa. Donc les aimants sont très familiers pour nous. Ici, on a un aimant qui ressemble un petit peu aux aimants qu'il y a beaucoup dans les dessins animés, les aimants qui servent à attirer, par exemple, des plaques métalliques. Alors aussi, quand on parle de magnétisme, on peut penser, si on aime l'histoire, à un élément très important pour l'exploration, c'est la boussole. La boussole qui interagit, on va en parler évidemment, avec le champ magnétique créé par une source qui est ici la Terre. Donc en fait, la boussole, c'est un petit aimant mobile autour d'un axe et qui va interagir avec le champ magnétique et qui va être donc dirigé dans la direction, donc ici la partie nord de la boussole va être attirée par la partie sud, par le pôle sud de l'aimant qui représente à l'ordre, on va dire à l'ordre 0, le champ magnétique terrestre, la source de champ magnétique terrestre. Et donc la boussole, ici, la partie nord, va être orientée vers le nord magnétique, qui est en fait un pôle sud. Et donc pour information, si vous ne le savez pas encore, le pôle le pôle sud magnétique qui indique donc le nord magnétique, est pas exactement au même endroit que le pôle nord géographique. Et en plus a tendance, en fonction des temps, à se décaler plus ou moins de ce pôle nord géographique. Bref, alors si on parle de magnétisme, certains esprits, on va dire, extrêmement ouverts, peut-être un peu trop ouverts, vont penser au magnétisme des guérisseurs. Bon, nous, on n'a pas du tout cette ambition-là. Hein. Nous, le champ magnétique va nous permettre de tirer, de pousser, de beaucoup faire tourner, mais de guérir, d'aller jusque dans les cellules pour guérir de maladies, ça... on va dire qu'on ne sait pas l'expliquer et que ces gens-là ont un don tellement incroyable que ça mérite bien plusieurs centaines d'euros par heure pour guérir les patients ainsi. Bref. Alors quand on parle de magnétisme, on peut penser à des choses un peu plus actuelles. Donc par exemple ici, on a l'exemple d'un liquide qui a des propriétés magnétiques et donc qui est mis dans le champ magnétique d'un aimant. Et on voit ici des formes très particulières, très identifiables, qui représente en fait la réaction de ce liquide magnétique à l'excitation magnétique extérieure. Bon, par exemple, donc il y a plein de vidéos sur internet et en vrai, par exemple, il y a ça au Palais de la Découverte, tout de suite à gauche en rentrant vers les toilettes. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis ça juste à côté des toilettes. Bon, bref. Ici, évidemment, vous avez un exemple de supraconductivité qui permet la lévitation d'un aimant. Donc ça aussi, c'est une caractéristique des éléments supraconducteurs vis-à-vis du champ magnétique. Bon, ça va beaucoup trop loin par rapport à ce cours, mais c'est vraiment une image qui est caractéristique du magnétisme. Et puis ici, alors ça se voit peut-être beaucoup moins qu'ici, mais ce sont des aimants qui sont dans un matériau un petit peu particulier qui s'appelle le néodyme et qui sont des aimants qui actuellement sont vendus, sont commercialisés vraiment de manière très étendue et qui sont très puissants pour assez peu cher. Donc on peut se procurer pour quelques dizaines d'euros des aimants vraiment puissants. Et ici je vous ai mis une petite vidéo, parce que pareil on en trouve des centaines, d'un exemple d'aimant ainsi qui a une forme cubique et qui est vraiment très puissant. Et la personne qui a filmé cette vidéo
s'amusent à faire des petites expériences. Bon, mais encore une fois, il y en a plein, plein, plein. Alors tout ça c'est très intéressant, mais c'est très compliqué, et donc ce n'est pas ce qui va être le cœur de cette leçon. Ce qui va être le cœur de cette leçon, ça va être le lien entre le courant et le magnétisme. Parce que nous, en tant que scientifiques, ce qui va nous intéresser, c'est d'être capable de contrôler le magnétisme. Et ça va être grâce au courant. Et donc déjà, il a fallu découvrir le lien qui pouvait exister entre le courant et le magnétisme. Et donc, dès le tout début du 19e siècle, on pensait bien qu'il y avait un lien entre électricité et magnétisme. Le premier à avoir réussi une expérience qui le démontrait directement, c'est ce monsieur Ørsted, qui est un Danois, et donc qui a fait l'expérience qui est reproduite ici dans un laboratoire, où vous avez un fil conducteur qui est traversé par un courant, par exemple ici, qui vient d'une pile. Et donc, initialement, sans qu'il y ait le courant, ici la boussole, évidemment, s'oriente dans la direction du champ magnétique terrestre, donc dirigée vers le nord. Mais quand le courant passe, eh bien, on constate que la boussole est déviée. Donc, cela signifie qu'il y a une modification du champ magnétique local, puisque ici, la boussole, qui est un aimant, se dirige différemment. Et donc ça se traduit par la création d'un champ magnétique qui, ici dans cette expérience, est perpendiculaire au champ magnétique terrestre. Et donc on a une somme vectorielle de ces deux champs qui est dans cette direction-là, qui est matérialisée par la boussole. Donc ça a été la première fois qu'on a vraiment montré qu'il y avait un lien direct entre courant. À l'époque, on ne savait pas encore que c'était le déplacement de charges élémentaires, donc entre courant et champ magnétique. Et donc c'est ça qu'on va étudier dans ce chapitre, en restant dans le cas particulier où le courant va être stable, va être statique, il ne va pas y avoir de variation temporelle, et pareil, le fil ne va pas bouger ou pas trop bouger. Donc en fait, le temps ne va pas avoir ici d'influence. Alors, donc voyons un petit peu le plan de secours. Donc, ça a mis au moins 50 ans, voire 60 ans, pour que la théorie du magnétisme, donc du lien entre magnétisme et courant, soit vraiment bien formulée mathématiquement. Donc on ne va pas essayer de traduire différentes expériences pour en déduire des choses. On va vraiment faire le mode qui est appelé déductif, c'est-à-dire qu'on va partir de la théorie qu'on postule, et on va en voir ensuite les dérivations. Donc on va commencer exactement comme on a fait avec le champ électrique, par définir actuellement le champ magnétique, donc avec la définition à partir de la force que va subir une particule chargée. Ensuite, on verra quelles sont là où les sources du champ magnétique. Puis on généralisera, parce que là on introduira la force que subit une particule, là on généralisera à la force que va subir un fil parcouru par un courant. Et enfin, donc dans ce paragraphe sur la définition et sur les sources du champ magnétique, on verra que certaines sources ont des plans de symétrie et des plans d'antisymétrie. Donc comme pour le champ électrique, donc la source du champ électrique peut posséder des plans de symétrie ou d'antisymétrie, mais on verra qu'ici c'est un petit peu différent. Ensuite, on verra une grosse partie sur le lien entre source et champ magnétique. Donc on apprendra à calculer le champ magnétique dans certaines situations, avec plusieurs méthodes. Première méthode, c'est le calcul direct, qui s'appelle la loi de Biot-Savart, qui est l'équivalent du théorème de Coulomb. À partir de là, on verra les propriétés de symétrie du champ magnétique en fonction des symétries de la source. Donc on ne le démontrera pas, mais on pourra généraliser. Et ensuite, on verra une seconde possibilité pour calculer le champ magnétique créé par une source suffisamment symétrique, qui est le théorème d'Ampère, et qui est bien sûr le pendant du théorème de Gauss pour l'électricité, pour le champ électrique. Et enfin, vu qu'on aura étudié les propriétés de circulation du champ magnétique, on verra les propriétés de flux du champ magnétique. Et enfin, on s'intéressera à une source qui est très particulière et très importante, qui s'appelle le dipôle magnétique. Donc comme l'indique son nom, le dipôle, c'est parce qu'il y a deux pôles, donc le fameux pôle sud et le fameux pôle nord.
Et donc c'est important parce que la très grande majorité des sources de champs magnétiques, on peut les modéliser dans une modélisation la plus grossière comme étant un dipôle magnétique. Donc c'est exactement ce qu'on fait pour la Terre. On dit que la Terre a un pôle sud, un pôle nord, c'est-à-dire qu'on la modélise par un dipôle. Et donc on verra le champ que crée ce modèle du dipôle magnétique, qui est le champ habituel que tout le monde connaît, donc, qui est représenté ici. Voilà. Donc le champ qui sort du pôle nord et qui revient vers le pôle sud. Donc tout ça, on le démontrera. Et puis enfin, on verra, au contraire, ce qu'il advient à un dipôle magnétique lorsqu'il est plongé dans un champ magnétique. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, donc commençons par définir le champ magnétique, donc à partir de la force que va subir une particule chargée. Donc supposons qu'une particule chargée, de charge Q, qu'on va supposer positive, se déplace avec une vitesse V dans le référentiel du laboratoire, donc à l'instant T, et que cette particule est plongée dans un champ électromagnétique, c'est-à-dire et un champ électrique et un champ magnétique. Donc pour que l'exemple soit simple, j'ai pris un champ électrique qui est constant, qui est uniforme, et idem pour ce champ magnétique. Et donc, les dizaines d'années d'études ont permis de poser que la particule subit une force électromagnétique qu'on appelle la force de Lorentz, qui peut se décomposer en deux termes. Un terme électrique, qui est simplement la charge de la particule fois le champ électrique. Donc par exemple ici, la particule, on a dit encore une fois qu'elle est chargée positivement, donc elle va subir une force électrique qui va être dans cette direction-là, et ce sens-là. Mais cette particule va également subir une force magnétique, qui est donc donnée par la charge fois le produit vectoriel entre la vitesse de la particule à l'instant considéré et le champ magnétique qui existe à l'endroit où est la particule à l'instant t. Et donc, quand on fait le produit vectoriel avec la règle de la main droite, eh bien, on obtient une force magnétique qui est dirigée dans cette direction-là. Et donc ici, cette particule va subir une interaction électromagnétique qui se traduit par une force électromagnétique qui est la somme des deux, et qui va donc être ainsi. Donc la force de Lorentz qui va être ainsi. Bon, donc ce qui compte ici, c'est que la force se décompose en deux forces différentes. Une force électrique qui est directement collinéaire au champ électrique, et une force qui est perpendiculaire à ce qu'on va poser comme étant le champ magnétique, qu'on note B, mais également à la vitesse, donc qui dépend de la vitesse et qui est perpendiculaire à la vitesse à cause du produit vectoriel. Donc voilà comment on fait pour définir le champ magnétique. Donc c'est ce champ vectoriel qui agit lorsque la particule chargée a une certaine vitesse et va interagir avec la source de ce champ magnétique. Donc le champ magnétique, encore une fois, qu'on note B, qui parfois se note H. Je ne vais pas faire la distinction dans ce premier cours sur le magnétisme. Donc ce champ magnétique qu'on note B, mais qu'on appelle parfois aussi l'induction magnétique, bon, pour l'instant on ne va pas s'embêter, on va l'appeler champ magnétique, et bien donc il s'exprime en Tesla, du nom d'un physicien très connu qui s'appelait Nikolai Tesla, qui était yougoslave, et donc qui a beaucoup étudié le magnétisme, mais pas que, et donc voilà, c'est en son honneur. Voilà, donc ça on l'admet, et donc voilà comment on introduit le champ magnétique. Alors, du coup, qu'est-ce qui crée ce champ magnétique ? Eh bien, l'idée, c'est de se dire que, puisque une particule ne va sentir le champ magnétique que si elle est en mouvement, eh bien, on peut se dire qu'une particule source, pour qu'elle crée un champ magnétique, vu qu'elle est en interaction avec la première
particule considérée, par exemple cette particule-là, pour qu'il y ait interaction, ça veut dire que la particule source doit elle aussi être en mouvement, pour qu'elle puisse subir cette force magnétique, mais cette fois-ci de la part de cette particule-là, pour qu'il y ait interaction. Donc, on peut en fait poser que la source qui va nous intéresser ici du champ magnétique, eh bien c'est en fait une ou un ensemble de particules chargées en mouvement. Donc ce qu'on avait vu précédemment, c'est que toute particule chargée crée dans tout l'espace un champ électrique. Et bien désormais, lorsque ces particules chargées sont en plus en mouvement, eh bien en plus du champ électrique, elles vont créer un champ magnétique. Et donc, on peut dire qu'une particule chargée en mouvement seule va créer en même temps un champ électrique et un champ magnétique. Alors, donc c'est ce qui est dit dans la remarque. On peut donc penser que forcément, si un champ magnétique, il y a en même temps un champ électrique, vu que toute particule chargée crée un champ électrique. Eh bien, en fait, non. Et dans la plupart des cas courants, il ne va pas y avoir de champ électrique créé en même temps que le champ magnétique. En effet, il y a plein de situations dans lesquelles eh bien, il y a des particules chargées en mouvement, mais en fait, il y a autant de particules chargées d'un signe que de particules chargées du signe opposé. Et donc, en fait, l'ensemble est neutre, donc l'ensemble ne va pas créer de champ électrique alors qu'il va y avoir un champ magnétique. Donc, on peut penser à deux exemples. Alors, l'exemple le plus simple qu'on va beaucoup utiliser, c'est l'exemple du fil. Donc, un fil, par exemple, de cuivre, en fait, c'est constitué par un réseau d'ions cuivre Cu+, et des électrons qui sont dits libres, donc ils peuvent se déplacer très facilement. Et donc ces électrons libres se déplacent comme ça dans le réseau. Ainsi, on a ici des charges négatives qui se déplacent, donc qui vont créer un champ magnétique, mais ces charges négatives sont en moyenne compensées par les charges positives du réseau. Et donc il va bien y avoir un champ magnétique créé dans tout l'espace, mais pas de champ électrique. Pareil, autre situation, une électrolyse par exemple de l'eau. Donc on imagine que l'eau est pure. Bon, ça ne marche pas très bien si l'eau est pure, mais pour l'instant on va imaginer que l'eau est pure. Donc ici on a tout simplement deux tiges métalliques qui sont plongées dans l'eau. Ici on les relie à un générateur de tension. Donc ici on a entre guillemets la borne plus, ici la borne moins. Donc on a les ions HO- qui vont se déplacer par ici, les ions H3O+, qui vont se déplacer par là. Et donc la même chose, on a un déplacement de particules chargées, mais en fait, si on fait la moyenne ici dans l'eau contenue dans le bac, eh bien il y a autant d'ions HO- que d'ions H3O+, donc c'est neutre. Et donc, il va y avoir là aussi création d'un champ magnétique partout, mais pas de champ électrique. Alors dans cette situation, bon, le courant n'est pas énorme, donc le champ magnétique ne va pas être énorme non plus, mais voilà, en théorie, il y aura un champ magnétique, mais pas de champ électrique. Donc ça, c'est la source du champ magnétique élémentaire, une particule en mouvement. Sauf que bien évidemment, on ne va pas en pratique utiliser des sources élémentaires. Alors, avant de voir les sources réelles, on va quand même voir la loi qui donne le champ magnétique créé par une seule particule en mouvement. Et on va voir la difficulté de cette loi. Donc supposons qu'on a une particule chargée qui se déplace, donc on va dire comme ceci. Sa vitesse est v à l'instant t et elle se situe au point P à l'instant t. Donc elle se déplace, elle est chargée, donc elle va créer dans tout l'espace un champ magnétique. Par exemple, en ce point M là, eh bien, le champ magnétique créé par cette particule, il est donné par cette formule-là. Donc on a ici mu0 sur 4pi, donc en quelque sorte une constante, puisque mu0 c'est ce qu'on appelle la perméabilité du vide, donc qui vaut 4pi 10-7 en unité du système international. Donc une constante multipliée par un terme caractéristique de la source fois un terme uniquement géométrique. Donc en fait, on remarque que c'est vraiment la même forme
que la loi de Coulomb. Ici, le terme source, ce n'est pas uniquement la charge, puisque ce qui compte, c'est aussi la vitesse. Donc le terme source, c'est Q fois V. Un peu comme, par exemple, en mécanique, en dynamique, la quantité de mouvement, c'est l'association entre la masse et la vitesse de l'objet. Et bien ici, le terme source du champ magnétique, c'est l'association entre la charge de la particule et sa vitesse. Et deuxième différence, c'est que ici le terme géométrique vecteur PM sur PM cube, eh bien, il est relié au terme source, non pas par une multiplication, mais vu qu'ici les deux sont des vecteurs, il faut un produit entre vecteurs. Et donc ici, c'est un produit vectoriel. Alors c'est logique, puisque ici, ça doit donner un champ vectoriel. Donc ça ne peut être qu'un produit vectoriel et pas un produit scalaire. Et donc on retrouve ici le fait que eh bien, le champ magnétique ne va pas être dans la direction de la vitesse, ni dans la direction de la position de M par rapport à la source, mais va être perpendiculaire aux deux. Donc par exemple ici, on a le vecteur PM qui est ainsi. Et donc si la particule est positive, eh bien on va avoir un champ magnétique créé ici qui va être comme ceci. Donc à nouveau, règle de la main droite. Alors, on ne va pas utiliser cette formule parce qu'elle induit de vraies difficultés, notamment si on précise ce qui dépend du temps. Donc je vais entourer ce qui dépend du temps. Donc il y a a priori la vitesse qui peut dépendre du temps, mais il y a surtout ce qui nous embête ici, le point P. Le point P qu'on a pris ici, c'est l'endroit où est la particule. Mais sauf que la particule se déplace. Donc c'est-à-dire qu'à un instant ultérieur, la particule ne sera plus en ce point P. Elle se sera déplacée, elle sera par exemple ici. Et donc, le champ ne va pas être constant. Parce que du coup, maintenant, la particule ne se situe plus au même endroit. Et n'aura peut-être plus la même vitesse non plus. Donc en fait, ici, je ne l'ai pas mis pour pas trop faire peur, mais ici, lorsqu'on n'a qu'une seule particule, on a un champ qui dépend du temps. Et donc les choses sont compliquées parce qu'il faut connaître notamment le déplacement de la particule au cours du temps. Alors, comment on va réussir à simplifier ça ? Eh bien en fait, on va s'intéresser à des sources qui ne sont pas constituées uniquement de quelques particules chargées, mais de beaucoup de particules chargées. Et ce qui va se passer notamment, c'est que quand cette particule va se déplacer, eh bien il va y avoir une autre particule qui va prendre sa place. Et donc, en fait, on aura quelque chose qui sera stable, parce que cette particule ne sera plus là, mais vu qu'elle est remplacée par une autre, eh bien, en fait, le champ magnétique va pouvoir rester constant. Parce que du coup, cette particule qui va se retrouver là, en fait, elle prend la place d'une autre particule qui était là, et qui va se trouver plus loin. Donc, on va avoir quelque chose qui, en fait, ne va plus dépendre du temps. Et donc, on va être dans le domaine, ce qu'on appelle de la magnétostatique. Alors, voyons donc maintenant les sources pratiques qu'on va utiliser. On va donc utiliser des sources qui sont dites macroscopiques. Alors, pour le moment, vous connaissez une grandeur macroscopique liée au déplacement des charges, c'est l'intensité. Donc l'intensité, on l'a notamment vu en première année, c'est en fait le débit des charges électriques qui traversent une surface orientée, par exemple la section d'un fil. Alors l'histoire de surface orientée, on ne l'a pas trop creusée en première année, mais là il va falloir beaucoup plus la creuser. Donc reprenons l'exemple un peu plus compliqué, un peu plus complet que donc, de l'électrolyseur par rapport au fil. Donc ici, j'ai pris une solution salée pour qu'il y ait plus d'ions, par exemple des Na+, des Cl-. Et donc on a allumé le générateur, donc les Na+ vont être attirés entre guillemets par la bande moins, les Cl- par la bande plus. Donc il va y avoir un déplacement de ces particules chargées. Et donc je vais me définir une surface. Alors cette surface qui est virtuelle, elle n'a absolument pas nécessité d'être une surface totale de la source macroscopique. C'est-à-dire que par exemple, je peux prendre comme surface d'étude uniquement ça. Voilà ma surface S. Par contre, donc je peux la choisir comme je veux, mais par contre, il faut qu'elle soit orientée. C'est-à-dire que
il faut qu'en chaque point de la surface que je viens de définir, eh bien, j'associe un sens. Parce que la direction, on la connaît déjà, la direction des vecteurs ds, c'est perpendiculaire à la surface en chaque point. Mais le sens, ici, ça peut aller vers la gauche ou vers la droite. Donc il faut se donner une orientation positive, un sens conventionnel à la surface. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que si on va un peu trop vite, on pourrait se dire que je vais avoir en gros autant de charges positives qui vont vers la droite que de charges négatives qui vont vers la gauche. Donc on pourrait penser qu'ici, ça va se compenser. Et donc on aurait un courant nul dans l'eau salée, alors qu'ici on a un courant qui est non nul. Donc il y a un truc qui cloche. Et bien c'est parce qu'en fait, quand ici on parle de delta Q, la quantité de charge qui traverse la surface, en fait c'est qui traverse algébriquement la surface. Et donc ici on a des Na+ qui traversent la surface dans le même sens que le sens conventionnel. Donc les Na+, on va les compter positivement dans le courant, puisqu'ils sont positifs et ils passent à travers la surface dans le sens positif. Par contre, les Cl-, ils passent dans le sens opposé au sens conventionnel de la surface. Mais vu qu'ils sont chargés négativement, eh bien vous avez des charges négatives qui passent dans l'autre sens, donc moins par moins, eh bien en fait, les Cl- vont être également dans le courant comptés positivement. Et donc en fait, les Na+ et les Cl- vont participer, alors pas de manière équivalente au courant, parce qu'en fait, les Na+ sont plus petits, donc ils vont mieux se déplacer, mais globalement en tout cas, ils vont compter pour le même signe dans l'intensité. Donc ici, on va voir, pour cette surface-là, avec cette orientation, on va avoir une intensité qui va être positive. Alors, l'intensité, on voit bien que ça ne suffit pas pour décrire le déplacement des particules chargées. Parce que, notamment, l'intensité, elle dépend de la surface qu'on a choisie. Nous, ce qu'on aimerait, c'est se définir une grandeur macroscopique, mais qui décrive le déplacement donc, de milliards de charges, mais localement. C'est-à-dire, par exemple, ici, je me définis un point M, un volume d'étau, et j'aimerais savoir dans ce volume quel est le déplacement de l'ensemble des particules de ce tout petit volume. Eh bien, ça va être le rôle de ce qu'on appelle la densité volumique de courant. Alors, d'abord, l'intensité, vu qu'elle est définie sur une surface qui est traversée, on peut imaginer, c'est ce qu'on va voir après, qu'elle va être définie à partir du flux d'une certaine grandeur. Eh bien, cette grandeur, ça va être la densité volumique de courant. Alors, comment on fait pour la définir? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la définir, et puis on va voir que c'est assez cohérent avec ce qu'on cherche à décrire. Donc, la densité volumique de courant, qu'on note J, donc avec une flèche, parce que ça va être un champ vectoriel. Cette densité volumique de courant va pouvoir dépendre du point M considéré, parce qu'il peut y avoir plus de particules qui se déplacent ici, par exemple, que très près des bords, par exemple. Et va a priori aussi dépendre de l'instant T, par exemple, si on éteint le générateur, eh bien ça va s'arrêter au bout d'un moment. Et donc cette densité volumique de courant, elle est définie comme étant la somme sur l'ensemble des types de particules chargées. Donc dans l'exemple du dessus, on va avoir K1 qui va être les Na+, et K2 qui va être les Cl-. Donc la somme sur l'ensemble des espèces chargées de petit n étant la densité particulière, c'est-à-dire le nombre d'ions par mètre cube, multiplié par la charge de l'espèce. Donc par exemple, si je considère Na+, la charge, ça va être plus E. E étant la charge élémentaire, 1,6-19 coulombs. Et si c'est les Cl-, ça va être moins E. Multiplié par la vitesse moyenne au point considéré à l'instant considéré de l'espèce petit k. Donc, par exemple, la vitesse moyenne des Na+ au point M considéré à l'instant t. Donc voilà la définition de J, qui est bien une grandeur qui est locale, puisqu'elle dépend du point M, et pour la densité particulière, et pour la vitesse. Alors parfois, cette densité volumique de courant, on la voit également écrite comme ceci. Alors pourquoi? Parce que le nombre de particules chargées par unité de volume multiplié par la charge de chaque
particule, eh bien c'est en fait, on l'a vu dans le premier chapitre, la densité de charge. Donc c'est la quantité de charge par unité de volume. Et donc ici, nk fois qk, c'est ρk, et donc on peut avoir ça pour J. Donc voilà la définition de J. Du coup, quel est le lien entre J et I? Eh bien, il est assez évident, comme prévu. L'intensité qui va traverser une surface qu'on définit, eh bien c'est en fait le flux de vecteur densité de courant à travers cette surface. Donc désormais, j'ai plus besoin de décrire ma source de champ magnétique avec des petites particules qui se déplacent. Désormais, dans une source macroscopique, ce qui va compter, c'est J, qui prend en compte l'ensemble des déplacements de toutes les particules chargées. Donc supposons par exemple que J soit ainsi. Définissons-nous une surface S, voilà, qu'on oriente comme ceci. Donc par exemple, en ce point M là, je vais avoir J qui va être comme ça. Et donc, l'intensité, on voit bien que ça va être le flux de l'ensemble des vecteurs J à travers la surface. Et donc, on se rend bien compte que si j'avais, par exemple, défini ds dans l'autre sens, eh bien chaque produit scalaire J scalaire ds, ça aurait été négatif. Et donc c'est logique, ça voudrait dire simplement que les particules chargées vont traverser la surface dans l'autre sens que le sens conventionnel. Ici, J et ds sont globalement dans le même sens, donc ça veut dire que les particules se traversent S dans le sens conventionnel, donc l'intensité sera positive, et vice-versa si on avait défini la surface dans l'autre sens. Si j'avais pris comme surface, non pas une espèce de voile comme ça, mais par exemple une surface comme ceci, et bien ici, le produit scalaire de J avec ds, donc ds aurait été comme ça, et bien ça aurait été nul, puisque c'est perpendiculaire. Là aussi c'est logique, puisque le flux c'est entre guillemets ce qui traverse la surface, on voit bien qu'ici, J ne traverse pas la surface. Donc l'intensité qui traverse cette surface est nulle, parce que la surface est en fait est tangente au déplacement des particules. Enfin, une formule qu'on va assez souvent retrouver lorsque le courant est uniformément distribué. Donc supposons par exemple que J, du coup c'est partout la même chose. On a donc hop, S qui est comme ceci, avec ds qui est comme ceci par exemple. On va donc avoir I qui traverse S qui va être égal au flux à travers S de J scalaire ds. J est constant, on peut le sortir. Donc ça fait J fois la somme des ds, c'est-à-dire J fois le vecteur S, qui est donc la somme des ds. Et dans le cas supplémentaire où J et S sont collinaires, donc par exemple comme ici, eh bien ça fait tout simplement J fois S. Et donc, quand le courant est distribué uniformément, on a notamment la relation que J, c'est égal à l'intensité sur la surface. Ce qui nous permet de remarquer, on aurait pu aussi le remarquer à partir de là, que du coup, vu que l'intensité c'est en ampères, la surface c'est en mètres carrés, eh bien la densité volumique de courant, eh bien c'est pas en ampères par mètre cube comme pourrait laisser penser son nom, c'est en ampères par mètre carré. Voilà, donc pour conclure ça, en pratique, est-ce qu'il vaut mieux utiliser l'intensité ou la densité de courant? Alors, lorsque on mesure avec un ampère-mètre l'intensité, eh bien, on ne peut pas avoir la description de comment le courant est réparti dans le fil. On a juste du coup l'intensité qui coule dans le fil. Le problème qu'on a ici, c'est que ce qui va nous intéresser, c'est le champ magnétique créé par la distribution de courant. Du coup, imaginons qu'on ait une distribution qui soit comme ceci, et une autre qui soit comme ceci. Donc,
ici j'ai pris un cas particulier où en total, le flux de cette densité de courant est égal au flux de cette densité de courant. Simplement ici c'est réparti uniformément, alors qu'ici c'est très dissymétrique, c'est-à-dire que près du bord ici vous avez beaucoup de courant, alors qu'ici vous n'en avez pas beaucoup. Donc vous avez la même intensité, mais est-ce qu'on a le même champ magnétique? Eh bien, vu que ce qui crée le champ magnétique, c'est le déplacement des particules chargées, eh bien on voit bien qu'ici, il y a plus de particules chargées qui se déplacent proche du point M que loin du point M. Alors qu'ici, tout le courant va être réparti uniformément. Donc, proche du point M, il y en a moins ici que ici. Donc, on peut penser, c'est vrai, que le champ magnétique qui va être là, qu'on va noter B1, par rapport au champ magnétique qui va être là, B2, eh bien on va avoir B1 qui va être supérieur à B2, parce qu'il y a plus de mouvements de particules proches du point M. Et on a vu tout à l'heure que le champ magnétique était inversement proportionnel au carré de la distance, puisque c'était vecteur PM sur PM cube. Donc, tout ça pour dire que, théoriquement, il faut utiliser J, parce que c'est ça qui décrit le déplacement des particules, de manière précise. Alors, il y a quand même un cas où on pourra se cantonner à I. C'est le cas où, eh bien, on a des sources qui sont très petites sur une ou deux dimensions. Donc, par exemple, ici, le fil, un rayon qui est très faible devant la distance moyenne entre le fil et le point M. Donc, ça veut dire que vous ayez une distribution dissymétrique comme ça ou une distribution uniforme, eh bien globalement on peut dire que toutes les particules en mouvement sont quasiment à la même distance du point M. Donc ça veut dire qu'ici la petite différence de distribution finalement va avoir un impact totalement négligeable sur le point M. Et donc ici en fait on s'en moque de la variation de la distribution du courant, donc on s'en moque de J, et la seule chose qui va compter ça va être l'intensité. Donc dans ce cas-là, en fait, on pourra utiliser directement I et non pas J. Voilà donc pour cette présentation des sources. Donc pour résumer, donc ce qui crée le champ magnétique, c'est soit les aimants, soit le courant. Donc les aimants, on les laisse de côté pour l'instant. Et donc le courant, eh bien, va être décrit soit par l'intensité, lorsqu'on peut faire une modélisation linéique, mais plutôt, à partir de maintenant, par un vecteur local qui est donc le vecteur densité volumique de courant. Et donc il reste à voir les possibilités de symétrie de cette source et ensuite de voir, de voir la loi qui donne le lien entre la source et le champ magnétique.